RFI, il est 17h en temps universel, 11h à Washington. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une, Donald Trump, élu 47e président des États-Unis. Il réintègre la Maison-Blanche 4 ans après sa défaite face à Joe Biden. Ce journal en français facile sera largement consacré à cette actualité. De leur côté, les démocrates attendent la prise de parole de Kamala Harris et s'interrogent sur cette défaite. À noter également des réactions internationales qui se suivent depuis ce matin et l'annonce de la victoire de Donald Trump. On fera le point sur ces déclarations. Enfin, nous y reviendrons. Hier, le Premier ministre israélien a démis de ses fonctions le ministre de la Défense, une mise à pied sur fond d'une affaire retentissante en Israël, la suite de faux documents classés confidentiels. Et en sport, suite de la 4e journée de la Ligue des Champions ce mercredi. Un retour historique. Voilà comment la presse américaine qualifie ce matin la victoire de Donald Trump. Durant cette nuit américaine, le candidat républicain s'est empressé de prendre la parole à West Palm Beach, en Floride, avant la publication des résultats. Et alors que la chaîne Fox News l'a proclamé vainqueur, Donald Trump arrivait très largement en tête et donc réélu pour 4 ans. Il a acté sa victoire face à Kamala Harris. Nous avons écrit l'histoire, a-t-il insisté devant ses partisans. Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous rendrons l'Amérique sûre, forte, prospère, puissante et libre à nouveau. Et je demande à tous les citoyens à travers notre pays de se joindre à moi dans cette noble et juste entreprise. Il est temps de laisser derrière nous les divisions de ces 4 dernières années. Il est temps de s'unir. Et nous allons essayer. Et cela va se produire. Le succès nous rassemblera. Je l'ai déjà constaté. Voilà pour cette prise de parole de Donald Trump lors de cette victoire, une victoire politique jamais vue, a-t-il insisté. Jusqu'ici, la candidate démocrate Kamala Harris n'a pas fait de déclaration et ça ne saurait tarder. C'est prévu à 18h, heure locale. Pour l'instant, selon les chiffres de l'Associated Press, Donald Trump remporte 277 grands électeurs, Kamala Harris 226. Il en faut 270 au minimum pour être élu. Après la défaite de leur candidate, les démocrates vont devoir revenir analyser ce qui n'a pas fonctionné durant leur campagne électorale. Ce qui est pointé du doigt notamment, c'est le temps très restreint qu'il restait à Kamala Harris pour faire sa campagne au moment où Joe Biden a finalement annoncé renoncer à un second mandat. Jérémy Guez, professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris et spécialiste des États-Unis. Il soulignait ce matin sur notre antenne l'incapacité des démocrates à mettre en avant Kamala Harris plutôt comme potentielle candidate durant le mandat de Joe Biden. Il y aura quand même eu une faute stratégique de la part des démocrates. Depuis 2020, on sait que Joe Biden ne sera pas éternel. En 2020, on sait que c'était la recette qu'il fallait au Parti démocrate, que c'était le seul pare-feu finalement à ce phénomène Donald Trump, qu'il y avait un partenariat entre les deux qui aurait pu s'afficher entre Kamala Harris et Joe Biden, j'entends, et que finalement Kamala Harris n'a pas existé pendant 4 ans. Donc effectivement, 107 jours indubitablement, mais il y a eu 4 ans quand même pour lui laisser une place. Jérémy Guez, professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris, spécialiste des États-Unis. Il était au micro d'Andréane Mellard. C'était ce matin sur RFI. Donald Trump est donc élu 47e président des États-Unis après avoir été le 45e, puis avoir quitté la Maison-Blanche face à Joe Biden. C'était il y a 4 ans. Très vite, les messages de félicitations dans le monde entier se sont fait entendre, notamment en Europe où presque tous les chefs d'État l'ont félicité. C'est aussi le cas en Inde ou en Corée du Sud. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Les dirigeants internationaux réagissent aussi en mettant l'accent sur les conflits mondiaux. Et oui, Donald Trump l'avait assuré, Juliette, une fois élu, il mettra fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors sans expliquer comment, mais réaction immédiate ce matin du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui espère qu'il l'aide à obtenir une paix juste. Le Kremlin, de son côté, a fait savoir qu'il jugerait Donald Trump sur ses actes sans le féliciter pour autant. Alors que la guerre est aux portes de l'UE, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz promettent de coopérer, mais en défendant leurs intérêts et leurs valeurs.
Autre zone de tension, au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou voit dans la victoire du républicain un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Alors, on le sait que l'État hébreu est fortement dépendant des livraisons d'armes des États-Unis. De son côté, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'est dit convaincu que les Américains soutiendront les aspirations légitimes des Palestiniens. Par ailleurs, dans la guerre commerciale, cette fois qui oppose les États-Unis à la Chine, Pékin dit espérer une coexistence pacifique sur la base de principes de respect mutuel, un écho au souhait, bien sûr, de Donald Trump d'engager un virage protectionniste et de lourdement taxer les importations. Merci beaucoup pour vos précisions, Pierre-Olivier du service international de RFI. Au Proche-Orient, les réactions se font entendre, vous l'avez signalé, plus tôt dans la journée du côté du Hezbollah. Le chef de la milice chiite pro-iranienne a affirmé, je cite, que le mouvement ne misait pas sur le résultat des élections américaines pour parvenir à un cessez-le-feu au Liban. Que Harris ou Trump gagnent, cela n'a aucune valeur pour nous, a déclaré Naïm Kassem. C'était juste avant l'annonce de la victoire de Donald Trump. À noter également environ 120 projectiles tirés par le Hezbollah depuis le Liban ont franchi la frontière vers le territoire israélien ce jour, annonce de l'armée israélienne. En Israël, au plus fort d'une guerre régionale, le Premier ministre a démis de ses fonctions le ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il l'a destitué. La raison avancée par le cabinet de Benjamin Netanyahou est la confiance érodée. Le limogeage, c'est-à-dire la mise à pied de Yoav Gallant, intervient sur fond d'une affaire retentissante en Israël, la fuite de faux documents classés confidentiels. Benjamin Netanyahou chercherait à faire porter le chapeau à son désormais ancien ministre de la Défense, Sami Bourelifa. Les documents israéliens secrets qui ont fuité dans la presse étrangère avaient un objectif, manipuler l'opinion publique en faisant croire que le Hamas rejette tout accord de trêve à Gaza et donc refuse la libération des otages. Qui a intérêt à orchestrer une telle situation? En Israël, les regards se tournent vers Benjamin Netanyahou, mais la justice doit encore le prouver. Alors que plusieurs de ses collaborateurs viennent d'être arrêtés, le Premier ministre israélien, lui, a choisi de faire porter le chapeau à son ministre de la Défense, Yigal Palmor, ancien haut diplomate israélien. La bombe qui tombe ne vient ni d'Iran, ni du Yémen, ni du Liban. Elle vient de l'intérieur. Limoger un ministre de la Défense en pleine guerre, on comprend qu'il veut renverser le cours des choses et faire parler de Yoav Gallant comme si c'était lui le responsable des fuites. La manœuvre vraiment ne convainc personne. Une manœuvre qui intervient le jour de la présidentielle américaine. Ce n'est pas le fruit du hasard, affirme l'ancien diplomate. Ah, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un calcul millimétrique. Et le jour des élections, quand l'appareil politique aux États-Unis est paralysé en termes de politique extérieure, puisque les États-Unis ne pourront pas réagir. La rue israélienne a réagi. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays. Mais ce n'est pas évident que la mobilisation se poursuive. Les gens sont épuisés par le bras de fer permanent avec le gouvernement, conclut Yigal Palmor. Sami Bourelifa, Jérusalem. RFI. La suite, 4e journée de la Ligue des Champions ce mercredi. 9 matchs sont au programme, dont PSG Atlético Madrid au Parc des Princes, Olivier Pron. Pour l'instant, ils restent encore sur leur faim. Les supporters du PSG n'ont pas encore vécu de grandes soirées européennes cette saison et ils espèrent enfin pouvoir vibrer face à la redoutable équipe de l'Atlético de Madrid. Là, l'Atlético, ça va être dur. Même défensivement, là, c'est impossible de mettre un but à eux. Gros match, l'Atlético, c'est chaud. On verra. Au Parc, de toute façon, on doit gagner dans tous les cas. En 3 rencontres, Paris n'a pris que 4 points et n'a marqué que 2 fois. Et même si les colchoneros d'Antoine Griezmann n'ont pas brillé non plus de leur côté, il va falloir commencer à engranger pour être du bon côté de ce classement unique. Luis Enrique le sait, mais il estime que cette campagne de Ligue des Champions est encore longue. Ce match contre l'Atlético n'est pas décisif. Si une des équipes perd et qu'elle gagne l'un des 4 matchs suivants derrière, elle se qualifiera sans problème. Elle sera parmi les 24 équipes à être encore là. Mais évidemment qu'il est important de gagner pour nous comme pour eux, sans aucun doute. Surtout si on prend en compte notre calendrier. C'est difficile. Comme d'habitude, l'entraîneur espagnol essaye de dédramatiser l'événement, mais une défaite à domicile lui compliquerait très sérieusement la tâche avant d'aller défier le Bayern Munich dans 3 semaines. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.